Aujourd'hui, presque la première question que pose quelqu'un quand il vient travailler en saison, c'est: «Est-ce que je vais avoir un logement avant sa paye?» Donc c'est vrai que même pour le salarié, c'est une préoccupation. La montagne, ça nous gagne. On va parler économie pour les entrepreneurs aujourd'hui avec nos deux spécialistes, Julien et Quentin. Bonjour messieurs. Bonjour Laurent. Les spécialistes MG basés en Savoie et Haute-Savoie. C'est l'occasion d'évoquer ensemble le logement, le RH, l'aspect financier et puis aussi le devenir des stations de ski avec les domaines skiables. On va tout d'abord commencer avec Julien. Julien, c'est l'occasion d'évoquer le RH parce que là, on est en train de recruter finalement, même si certains établissements en montagne ont des habitudes. On pense à recruter et on pense aussi planning, j'imagine. Exactement, et je vais même dire qu'aujourd'hui, presque les recrutements est déjà bouclé à l'heure à laquelle on parle. Et c'est vrai que par rapport à il y a 2-3 ans, après Covid, c'est beaucoup plus simple quand même aujourd'hui, enfin en tout cas c'est ce que je ressens, dans la capacité des entreprises à recruter leurs équipes très rapidement. Bien gérer ses équipes, c'est s'y prendre comment ? Bien gérer ses équipes, c'est anticiper, c'est aller voir son expert comptable, se dire: «Voilà, ma charge de travail, en tout cas sur une semaine, comment je l'organise? Mon équipe, comment faut que je la monte? 35 heures, 39 heures, 42 heures, comment on fait?» On fait des simulations, on demande au service social de faire des payes pour entre guillemets, avoir plus de certitude sur la saison qui va arriver. Finalement, il y a aussi de la suractivité, il faut avoir de la réactivité. Exactement, exactement, et pour avoir de la réactivité, il faut être capable de dire, à son équipe: «Voilà, là, on est très occupé cette semaine-là, donc vous allez peut-être faire un peu plus d'heures que d'habitude, et puis, la semaine suivante, vous allez récupérer des heures». Et donc, comment faire pour organiser tout ça, sur un plan pratique, c'est, ce à quoi on aspire. Alors bien sûr, quand on est saisonnier, on y va pour l'argent parce que c'est en général des bonnes payes, mais on cherche aussi un logement. Là-dessus, il faut bien caler les choses. De plus en plus aujourd'hui, presque la première question que pose quelqu'un quand il vient travailler en saison, c'est: «Est-ce que je vais avoir un logement avant sa paye?» Donc c'est vrai que même pour le salarié, c'est une préoccupation. On sait qu'il y a eu, il y a eu des événements un peu tragiques, où on a eu des incendies et qui ont mis en lumière le fait qu'aujourd'hui, on se doit quand même de respecter un certain cadre quand on met à disposition un logement à ses salariés. Vigilance donc sur la conformité. Sur la conformité déjà, et puis c'est une manière aussi d'attirer des talents, que de bien loger son personnel, et après une fois qu'on a fourni son logement, qu'on l'a trouvé, on l'organise d'un point de vue contractuel, avantage en nature, qui est la première solution qui existe et qui est la plus usitée. Elle est intéressante parce que souvent la base de l'avantage en nature est largement inférieure au coût du logement, donc ça permet quand même d'optimiser sa masse salariale. Et il y a la participation au logement qui est un deuxième dispositif, c'est-à-dire que le salarié va payer lui un bout de son logement tous les mois, et ça on le retrouve de plus en plus. Pour un côté financier, parce que le logement coûte de plus en plus cher, donc l'employeur a envie d'en mettre une partie à la charge du salarié, mais aussi d'un point de vue pédagogique, parce que ça permet de faire prendre conscience aux salariés que le logement, c'est pas gratuit et qu'il faut le maintenir en bon état. C'est une vraie stratégie d'employeur finalement, il faut bien mettre les choses à plat dès le départ. Exactement. J'ajoute qu'il est possible de rédiger des conventions de logement avec les salariés pour rappeler aux salariés avant la saison les obligations par rapport à ces logements, et notamment l'obligation de le tenir en l'état. Quentin, c'est l'occasion de parler de la concentration des saisons parce qu'elles sont de plus en plus courtes. C'est un vrai sujet juridique et financier. Tout à fait, Laurent. On constate que de plus en plus, les saisons commencent mi-décembre, fin décembre, et se terminent en réalité plutôt fin mars. Donc le mois d'avril, aujourd'hui, il est un peu aléatoire. Et le mois de janvier, au contraire, commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Donc ça nécessite de réorganiser peut-être un peu les équipes pour avoir finalement, pour pouvoir répondre à ce phénomène de concentration sur 3 mois aujourd'hui, et d'être capable de bien calibrer correctement
les choses et d'éviter finalement d'avoir des salariés au mois d'avril qui sont toujours présents et malheureusement sans fréquentation. Donc je conseillerais plutôt de faire des contrats jusqu'à fin mars et éventuellement de prolonger les contrats si l'activité reste correcte. On sait qu'avril, c'est quand même la cerise sur le gâteau au niveau financier. Si ça marche, c'est bingo. Oui, effectivement. C'est pour ça que c'est important de prévoir une possibilité de continuer le contrat si l'activité se maintient. Mais aujourd'hui, on sait que c'est plus aléatoire. Et c'est la cerise sur le gâteau, c'est même parfois ça peut être aussi l'inverse. Ça veut dire on peut tout perdre sur le mois d'avril si justement on n'a pas mis en place des contrats qui permettent de mettre fin au contrat en anticipé. Alors, comme tout va vite, aussi bien les lois que le business d'une entreprise, vous avez mis en place un livre blanc pour les entrepreneurs. Expliquez-nous ça. Oui, alors le livre blanc qu'on a donc communiqué à nos clients, ça consiste en finalement un document cadre qui va parler des obligations sociales de nos clients. Ça permet, en un document condensé, très pratique, d'avoir un rappel de la mise en œuvre des contrats saisonniers, de quels documents il faut préparer pour anticiper la saison. On va notamment rappeler le cas des travailleurs étrangers, par exemple, qui fait l'objet d'une complexité administrative assez importante. On va rappeler également peut-être les possibilités de rupture de contrat, si jamais on a des événements qui se déroulent mal. C'est vraiment un guide pratique pour nos clients qui leur permettent de répondre à cette angoisse un peu de la matière sociale qui est aujourd'hui en France, malheureusement, un peu trop complexe. De plus en plus, on n'est pas à l'abri d'un précédent dans ces mois de la saison avec un collaborateur. Donc, il faut savoir aussi prévenir et guérir. Exactement, oui. On va évoquer un autre sujet qui est tout aussi important, c'est les besoins administratifs et sociaux, la prime de partage. Cette fameuse prime de partage, tout le monde en parle. Alors, elle est valable pour tout le monde et au même niveau pour tout le monde ? Alors, même niveau pour tout le monde. En tout cas, il y a un objectif, en tout cas, qui est, si on la verse, il faut la verser à l'ensemble des salariés de l'entreprise. Vous conseillez de le faire ? Bien sûr que je conseille de le faire parce que ça permet quand même d'optimiser, en tout cas, de verser plus à son salarié parce que du coup, c'est une prime qui n'est pas chargée en charge sociale. Donc, du coup, quelque part, on peut en donner plus aux salariés. En tout cas, on peut plus récompenser l'équipe. Donc, c'est pour ça que c'est une prime qui est plutôt versée en fin de saison, quand l'employeur il a eu la lisibilité de ce qui s'est passé au cours de l'hiver. C'est une manière de récompenser l'équipe, de pourquoi pas les faire revenir l'année d'après. Et donc, il faut rester attentif un petit peu au débat parlementaire en ce moment, puisqu'ils veulent peut-être rechanger cette prime de nom, mais le principe sera sans doute le même sur l'hiver qui vient. Un mot sur les heures supplémentaires qui sont défiscalisées à outrance à partir du 1er janvier, peut-être. C'était déjà quand même le cas. Jusqu'à 7 500 €, c'est ça ? C'était déjà le cas, donc c'est quand même assez intéressant d'utiliser, surtout dans les HCR, donc les hôtels, cafés, restaurants, puisqu'on a des heures supplémentaires qui sont majorées de 10% et de 25%, donc moins que l'entreprise classique. Qu'une entreprise classique, parce que c'est vrai que il y a des effets un peu perverses des heures supplémentaires aussi sur d'autres sujets qui peuvent faire que parfois il y a certaines entreprises qui ont plutôt intérêt à faire des contrats 35 heures et à prendre plus de salariés plutôt que de payer des heures supplémentaires. Oui, mais quand on a des taux de remplissage beaucoup plus importants... C'est pour ça qu'il faut bien se poser en début de saison pour bien dimensionner les besoins. Compliqué la flexibilité finalement. Surtout la flexibilité en France, sur le droit du travail, on ne peut pas dire que ce soit une matière très flexible. Il faut avoir des gens très compréhensifs et donc bien les comprendre aussi. Alors c'est un vrai sujet. On va parler d'un autre sujet, c'est l'avenir finalement, parce que qui dit station dit domaine skiable, et des investissements qui dépendent bien sûr des exploitants, mais aussi des collectivités. Et lorsqu'on fait une entreprise, on ne la fait pas pour une saison, on la fait pour 10, 20, 30 ans, etc. Quels sont les bons conseils que vous donnez ? Alors, les investissements aujourd'hui en station, c'est nécessaire pour l'attractivité de la station. Il est nécessaire pour les entreprises de montagne d'anticiper en fait le futur de ces infrastructures, le futur de ces projets, pour pouvoir à la fois identifier des menaces. Je prends l'exemple d'un restaurant qui est en bord de piste. Il faut avoir un dialogue constant avec l'exploitant du domaine pour savoir éventuellement si la piste est amenée à être fermée. Mais ça peut être aussi l'occasion de saisir des opportunités. Je prends l'exemple, par exemple,
de Morzine, qui a eu une consultation publique de ses habitants il n'y a pas longtemps, et qui ont décidé de concrétiser un projet de gros porteur entre le centre de Morzine et Avoria. C'est des éléments qui sont importants pour les entreprises de montagne, puisque c'est finalement la direction à suivre pour les prochaines années. Et donc, c'est important pour nos clients de correctement avoir accès à l'information par rapport à ça pour pouvoir correctement réagir. Alors, il y a une vraie interrogation sur la neige. On se dit qu'en basse altitude, sera peut-être de moins en moins présente. Et puis, des fois, on a des bonnes nouvelles. Elle est là quand même. Faut y aller dans les stations-villages, de basse altitude. Alors, c'est vrai que le sujet de la diversification, il est présent depuis maintenant pas mal d'années dans les stations. Il est important pour les stations de trouver des sources de diversification à la fois l'été, bien sûr, pour capter la clientèle, pour la renommée de la station, mais également l'hiver, pour proposer une diversification à la clientèle. Maintenant, je pense que c'est important de rappeler qu'on a quand même 70-80% de l'activité qui se concentre l'hiver. Et donc, il est important, quand une entreprise décide de se diversifier l'été, d'ouvrir un magasin, un restaurant, de pouvoir piloter de manière assez fine sur la saison d'été les coûts et le chiffre d'affaires engendré pour pouvoir finalement ajuster éventuellement des investissements par rapport à la clientèle réelle, par rapport aux rentrées d'argent, la capacité finalement de la clientèle d'été à dépenser son argent, parce qu'ils ont un peu moins de pouvoir d'achat que l'hiver. On aura moins de VTTistes l'été qu'on a des skieurs l'hiver. Enfin, ça, ils consommeront peut-être moins. On est d'accord là-dessus. Donc, il faut correctement calibrer les investissements et puis pouvoir suivre finalement d'une année sur l'autre pour savoir où on va. Donc, la bonne solution, c'est quoi finalement ? C'est d'y aller step by step ? Ou c'est de se lancer dans des projets parce qu'on a des échos d'autres régions de France ou d'autres régions du monde ? Non, aujourd'hui, c'est sûr qu'il faut penser à l'avenir. Il faut pas miser sur le tout ski. Je pense que ça, tout le monde l'a compris. Maintenant, pour l'instant, l'été, les promesses de l'été sont, disons, pas forcément réalisées aujourd'hui. On a, dans certains domaines, par exemple, je prends la marche avec les refuges, on a quand même une augmentation de l'activité. Donc là, il est intéressant de se situer potentiellement et d'ouvrir son commerce, ou en tout cas de démarrer une nouvelle activité sur cet environnement-là. Mais pour autant, on n'a pas la rentabilité aujourd'hui de l'hiver. Bon, on est là pour faire du business, mais on peut aussi s'attendre à des, chutes de fréquentation et pas de neige. Il faut jouer aussi sur le temps partiel avec les équipes. Comment ça se passe ? Alors oui, l'activité partielle, en fait, c'est un dispositif qui existe toujours. J'espère qu'on n'aura pas à le mettre en place dans les années à venir. N'empêche qu'il faut rappeler que ça existe. S'il y a un mauvais enneigement lors des saisons à venir, il est possible de déposer un dossier d'activité partielle auprès des autorités compétentes. C'est un dossier qui n'est pas automatique, qui n'est pas automatiquement accepté. En tout cas, il faut le motiver. Mais ça permet une prise en charge par l'État d'une partie des salaires pour éviter justement des licenciements. Et donc, ça peut être une source pour les entreprises d'assurer leur survie, tout simplement. C'est déjà arrivé par le passé, avant les JO de 92. Il y a eu des hivers déjà un peu sans neige. Et c'est des dispositifs qu'on a déjà eu à mettre en place par le passé. Alors, on s'adapte. Vous êtes là pour conseiller. Si on vous dit, par exemple, tiens, on va faire une piste à luge, vous dites oui. Vous faites quoi en tant qu'expert comptable ? On fait un prévisionnel. On va demander qu'est-ce que tu attends comme retombée économique, et on met en rapport les investissements qui sont mis en place. Et tous ces gens qui osent réussissent, en général ? Disons que c'est important d'assurer la cohérence. Nous, on est là pour vérifier finalement la faisabilité, la cohérence d'un chiffre d'affaires attendu avec les investissements qui sont projetés. C'est sûr que celui qui ne fait rien, malheureusement, il n'aura jamais rien. Par contre, tous ceux qui ont tenté n'ont pas forcément réussi. Mais on a aujourd'hui des territoires qui sont attractifs, qui sont très, très demandés aujourd'hui par les Français et puis plus globalement par les étrangers. On a vraiment des atouts conséquents dans nos territoires. Donc, c'est sûr qu'il faut se réinventer. Il faut peut-être aller sur d'autres sources d'activité, mais n'empêche que l'hiver, aujourd'hui, reste quand même primordial. On a des clients qui tentent. C'est-à-dire que moi, j'ai un client qui fait de l'acrobranche l'été. Ça marche plutôt très bien. Il a essayé de le faire l'hiver. Bon, il l'a fait 2-3 années. Il a vu que l'hiver, c'était un peu compliqué.
Bon, il a dit, je vais arrêter la On apprend de ses erreurs. Voilà. De toute façon, faut oser. Hein. Faut oser, voilà. Après, c'est sûr que ça dépend aussi du niveau d'investissement qu'on a mis et de ce qu'on est prêt à faire. Mais là... Bon, en tout cas, poser les choses avec des experts comme les experts d'AMG, c'est l'occasion d'y voir plus clair. Et il faut se poser de temps en temps avant la saison. Pendant, c'est peut-être un peu compliqué. Et puis faire le bilan après et être suivi par des compétences comme les vôtres. Merci, messieurs.